grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au grand dialogue de Studio Tamani. Le thème du débat d'aujourd'hui, c'est une interrogation. Bamako et Alger au bord d'une crise diplomatique. La tension est montée d'un cran entre le Mali et l'Algérie la semaine dernière suite à la convocation de l'ambassadeur de l'Algérie au Mali par le ministre malien des Affaires étrangères. Celui-ci a protesté contre la réception de certains responsables de groupes armés et des acteurs hostiles à la transition par l'Algérie, suffisant pour que Alger rappelle son diplomate à Bamako, une mesure appliquée par réciprocité par les autorités maliennes. Que comprendre de cette montée de tension? Comment éviter une crise diplomatique entre ces deux voisins? Nos invités sont au nombre de 3 ce soir. Dr Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur à la faculté des sciences administratives et politiques. Dr Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Et Bakabini Keïta, enseignant-chercheur à l'ENSUP. Il s'agit de l'École normale supérieure du Mali. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je le disais tantôt, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a convoqué mercredi dernier l'ambassadeur algérien au Mali, Abdoulaye Diop, a protesté contre des actes inamicaux posés par les autorités algériennes sous le couvert du processus de paix au Mali. Ousmane Nialiboulou nous en dit plus. Le ministre malien des Affaires étrangères dénonce les rencontres récurrentes au niveau les plus élevés en Algérie et sans la moindre information ou implication des autorités maliennes. C'est là avec des personnes connues pour leur hostilité au gouvernement malien d'une part et avec certains mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issus du processus d'Alger ayant choisi les camps des terroristes d'autre part. Des actes qui constituent une ingérence dans les affaires intérieures du Mali et qui sont de nature à entacher les bonnes relations entre les deux pays, peut-on lire dans le communiqué du gouvernement. Le ministère malien invite la partie algérienne à privilégier la voie de la concertation avec les autorités maliennes, seule, selon lui, légitime pour entretenir des échanges d'État à État avec les partenaires du Mali. Le chef de la diplomatie malienne a également réaffirmé l'attachement du gouvernement malien à la mise en œuvre de l'accord ainsi que la détermination des plus hautes autorités du Mali dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes. C'est là en vue d'asseoir la sécurité et la stabilité au bénéfice de nos populations. Docteur Abdoul Sogodogo, quelle lecture vous faites de cette montée de tension entre Bamako et Alger? Merci Sekou pour l'invitation et merci à mes co-débatteurs et à tous nos auditeurs. À la question Bamako et Alger au bord d'une crise diplomatique, je dirais déjà, on est déjà dans une crise diplomatique. On est déjà dans la crise. On est déjà dedans parce que du moment où... Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Bien sûr, une fois qu'un État rappelle son ambassadeur, c'est le tout début d'une crise déjà. C'est vrai que ça peut s'approfondir avec peut-être d'autres types de mesures telles que la fermeture de l'ambassade, des sanctions économiques, etc., etc. Ça peut être des approfondissements, mais on est déjà dans une crise. Alors, mais pourquoi cette crise? C'est ça plutôt la question qui... Parce qu'on a tous été littéralement surpris de voir cette montée de tension entre les deux pays, à telle enseigne qu'on a vu le ministre des Affaires étrangères du Mali s'entretenir avec l'ambassadeur de l'Algérie au Mali, parce que l'Algérie qui s'est vue investie d'une mission de médiateur semble de plus en plus incompris par les partis dans sa façon de mener cette mission. Et je pense que d'après ce qu'on a pu entendre sur les différents réseaux, les différents canaux de communication, il semblerait que il y a justement une mésentente dans la stratégie du médiateur à vouloir jouer son rôle d'apaisement entre les différentes parties. Parce que, comme le disait le ministre Diop, le Mali ne semble pas avoir été associé aux initiatives qui sont en cours et que Alger
annonce qu'elle entreprend ces mesures-là pour faciliter justement le retour des différentes parties à la table de négociation. Alors, docteur Ali Tunkara, selon docteur Sugudougou, on est déjà dans la crise. Alors, pourquoi maintenant le timing? Pourquoi maintenant cette tension, sinon cette crise entre ces deux voisins? Merci pour la question. Je pense qu'à ce stade, on peut avancer des hypothèses majeures. La première, depuis l'avancée de l'armée malienne dans le région du nord du Mali, progressivement vers la ville de Kidal, beaucoup d'observateurs avertis avaient vu en Algérie un État qui avait une première lecture de cette avancée de l'armée, laquelle lecture consisterait à ce que l'armée soit en bite face au groupe terroriste et au mouvement anciennement engagé dans l'accord pour la paix et la réconciliation, mais au rythme de la victoire remportée par l'armée malienne, cette lecture s'est vue à la limite hypothéquée. Donc ça a clairement changé ce qu'attendait l'Algérie, parce que si le Mali venait à échouer en termes d'offensive militaire face aux ex-rebelles et aux groupes terroristes, naturellement, l'Algérie allait reprendre son rôle d'antan en tant que chef de file de médiation. Cette hypothèse étant écartée, la deuxième qu'on pourrait avancer à ce stade, n'oublions pas quand même que qu'on soit avec les mouvements armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation, qu'on soit avec les hommes d'Yaragali et même certains éléments de l'État islamique, beaucoup d'entre eux sont comme des binationaux, ils sont maliens, ils sont algériens, on l'occulte souvent. Et quand on regarde aussi plus de 900 km séparerait le Mali de l'Algérie, de Douanza également jusqu'à Kidal, quasiment. Tout ce qui est d'arrêt de première nécessité, ce sont des camions ou des camionnettes en provenance d'Algérie qui assureraient à la limite la survie de toutes ces communautés dites des régions du Nord. Donc l'Algérie étant dans une telle proximité anthropologique avec les hommes en armes contre l'État du Mali, l'Algérie ayant vu qu'effectivement sa première lecture de l'avancée de l'armée à la limite foirée, naturellement, elle s'est invitée à recevoir des mouvements anciennement signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation et l'imam Diko au courant de la semaine dernière. Or, Dr Savadogo l'a bien rappelé, l'État du Mali avec le militaire au pouvoir ont été quand même clairs à cet effet pour dire que on a beau être solidaire vis-à-vis de l'État du Mali, les questions du retour à une paix durable, tous les efforts du retour à une paix durable doivent non seulement être amorcés par les Maliens en premier lieu, mais dans le même temps sur le sol malien. Si d'aventure d'autres acteurs non maliens souhaiteraient y prendre part, ces derniers n'ont aucunement la latitude ou n'ont aucunement la légitimité de mettre l'État central sur la touche. Or, au regard de cet agir en accueillant les mouvements armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation, en accueillant également l'imam Diko, même si lui-même reconnaît qu'il n'est pas hostile à la bonne marche de la transition, sont des éléments qui ont été traduits par le ministère malien des Affaires étrangères comme étant hostiles à la souveraineté de l'État du Mali. D'où aujourd'hui cette brouille diplomatique très tendue entre Bamako et Alger. Alors Bakabini, est-ce que cette brouille avait lieu d'être quand on sait le rôle que joue l'Algérie dans la crise malienne en tant que chef de file de la médiation? Est-ce que quand un chef de file de la médiation reçoit des acteurs impliqués dans la crise, est-ce que ça devrait susciter autant de colère, de frustration? Ou bien la forme n'a pas été mise? Merci Gadigo pour avoir posé cette question. Mais permettez-moi de saluer mes co-débatteurs. Vous saluez également l'ensemble de vos collaborateurs. Saluer tous les auditeurs et auditrices de Studio Tamani. Donc pour revenir à votre question, je pense que ce qui s'est passé de la part de l'Algérie, c'est une erreur
je dirais, une faute diplomatique assez grave. Et c'est vrai qu'une certaine lecture superficielle pourrait effectivement se contenter de dire qu'elle est dans son rôle de médiation. On le sait, c'est évidemment avec l'implication de l'Algérie et de toute la communauté internationale qu'on est arrivé en 2015 à signer cet accord-là. Mais avec la reconquête de Kidal, donc qui pour moi exprime progressivement, pour ne pas dire aujourd'hui que le Mali a retrouvé, même s'il y a encore des difficultés, donc le territoire n'est pas complètement pacifié, l'administration n'est pas encore de retour, mais la reconquête de Kidal, pour moi, est l'expression d'une unité retrouvée, d'une intégrité territoriale retrouvée. Et pourtant, à mon avis, c'est ce principe directeur qui anime l'accord de paix, c'est-à-dire que fondamentalement, le cœur de l'accord, l'esprit donc de l'accord de paix, c'est de permettre au Mali de retrouver son unité, de retrouver son intégrité territoriale. Donc pour moi, on n'est pas hors de la mise en œuvre de l'accord. Le Mali est dans la mise en œuvre de l'accord. Donc ce qui serait une atteinte à la mise en œuvre de l'accord, c'est bien entendu parallèlement recevoir des individus ou des groupes privés sans aucune information donnée à l'État malien. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui relèverait d'une erreur, pour ne pas dire d'une faute diplomatique assez grave. Mais pour quelles raisons? Je pense qu'au départ, Ali l'a écorcé sans le dire de manière ouverte. J'ai l'impression que l'Algérie ne voudrait pas, je ne dirais pas qu'elle voudrait que la guerre continue, qu'il n'y ait pas de paix au Mali, mais en même temps, elle ne voudrait pas également un nord du Mali complètement pacifié. Parce que, pour le rappeler, dans les années 90, donc il y avait une tension, une crise sociale, une guerre civile à la limite assez grave, avec les élections législatives qui ont été gagnées par les FIS. Et donc, la répression du régime militaire contre cette rébellion donc, a amené l'Algérie à créer depuis les accords de Tamanrasset. Donc, l'Algérie, sans le dire, souffle le chaud et le froid, parce qu'évidemment, elle veut se servir du territoire du nord du Mali notamment, comme une zone où elle peut en tout cas déverser en tout cas ces rebelles-là, ces anciens rebelles, donc pour pacifier son propre territoire. Donc c'est ce qui fait que, à mon avis, il sera intéressant de la part, en tout cas de l'Algérie, de revenir en arrière et de dialoguer avec l'État malien et non en tout cas de continuer à vouloir maintenir une situation qui ne peut pas durer. Docteur Segoudou, est-ce que l'attitude de l'Algérie peut laisser penser qu'elle ne serait pas pour une pacification du nord du Mali? Vous savez, je m'appuie sur mes recherches pour vous répondre sur ce point-là. J'ai eu la chance de travailler de 2017 jusqu'à 2019, pratiquement 2 années d'enquête, sur la médiation algérienne dans le conflit malien. À l'époque déjà, en 2019, je disais que l'Algérie est un médiateur intéressé dans le conflit malien parce que c'est un acteur qui a... Est-ce qu'un médiateur intéressé peut être un bon médiateur? Dans la médiation internationale, parfois oui. Que le médiateur soit intéressé n'est pas forcément un handicap. Je ne dis pas dans le cas des médiations sociales, mais dans les médiations internationales, c'est même parfois le cas parce que le médiateur intéressé, qu'on appelle parfois le manipulateur, il est prêt à engager ses propres moyens, dont il utilise le bâton et la carotte auprès des acteurs. Il jouit d'une certaine influence et c'est justement parfois cette influence qui lui permet d'arriver à la signature d'accords entre les parties. Et c'est cette posture que l'Algérie semble adopter dans sa médiation depuis les années 90 avec le Mali. Mais seulement que le problème est que ces genres de médiation, derrière, il n'y a pas forcément une régulation du conflit. Parce qu'il ne faut pas confondre la résolution et la signature d'accord, quoi.
et réellement la résolution du conflit, c'est-à-dire que l'harmonie qui va s'instaurer entre les différentes parties après un conflit violent. Et c'est ça qui manque généralement. L'Algérie arrive à amener les parties à aller à une signature d'accord, mais après, qu'est-ce qu'on fait pour reconstruire des relations assez normales? C'est à ce niveau qu'il n'a jamais réussi à accompagner le Mali et les différents groupes armés. Les tentatives telles que par exemple la création du CEMOC, c'est-à-dire ce comité opérationnel conjoint que le Mali, le Niger, la Mauritanie devaient mettre en place, n'a jamais été fonctionnel. Donc l'Algérie, d'un point de vue militaire, n'a pas réussi à dépasser ce stade-là de cantonnement à sa propre frontière, d'appuyer réellement le Mali dans la sécurisation de ses frontières. Bon, d'un point de vue économique, et c'est vrai que ce n'est pas aussi des engagements que l'Algérie a eu à prendre, mais je pense que la coopération économique qui devrait s'instaurer entre le Mali et l'Algérie n'a jamais dépassé le véritable sport de petit commerce. Alors que c'est des pays qui pouvaient effectivement instaurer des relations économiques assez fortes dans les régions du Nord, qui pouvaient permettre au Mali en tout cas d'améliorer les conditions de vie dans ces zones. Mais au-delà, il faut aussi voir toujours la volonté des parties. Parce que dans ces médiations, elles ont parfois été utilisées par les groupes armés comme des moments de pause, comme des moments de légitimation pour mieux se faire connaître sur la scène internationale, nouer même parfois de nouveaux partenariats, vous voyez. Et donc, la médiation, le but recherché n'était pas toujours réellement d'aller à une paix véritable. Et d'ailleurs même, ça a fait réagir certains chercheurs qui ont même traité l'accord d'une paix qui divise. Et donc, je pense qu'il y a une suite à donner à ces genres de médiation. Ces suites, c'est d'engager des discussions internes profondes pour que les différents acteurs du conflit soient véritablement impliqués et que sur la durée, qu'on arrive à toucher les vraies questions et apporter des réponses acceptables. Alors, docteur Tounkara, quand on a vu, en tout cas, la convocation de l'ambassadeur algérien par le ministre malien des Affaires étrangères, on a vu que l'Algérie aussi a appliqué la même mesure et elle ne s'est pas limitée à cela, elle a rappelé son ambassadeur. Est-ce que, en tout cas, la réaction n'était pas disproportionnée? Comment vous jugez cette attitude? À l'analyse, je pense que l'Algérie ne s'attendait pas d'un tel courage de la part de l'élite militaire au pouvoir, pour qui connaît tout le rôle qu'elle joue dans le début d'accalmie qu'a connu le Mali des années 90 à aujourd'hui, à travers la signature de différents accords de paix ou de différents accords pour la paix. Donc, convoquer son ambassadeur pour l'Algérie et de surcroît de la part d'un État qu'elle pourrait qualifier cet État d'état défaillant, qui est le Mali, naturellement a été perçu comme une sorte d'affront. Je pense que c'est cette difficulté que prouverait l'Algérie à s'inscrire dans un rapport d'égal à égal entre États. De là, naturellement, elle est allée au-delà de l'effet produit par l'État du Mali en rappelant sa représentation diplomatique. Donc, pour dire qu'effectivement, quand on analyse avec une attention particulière ces allers-retours entre les deux pays, ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, on est à la limite, on tend vers une fin irrévocable de toutes sortes de collaboration, mais au regard des enjeux et des défis qui sont communs aux deux pays, tous les scolaires qu'on ne va pas arriver à ce stade. Non, tout simplement pour dire que l'Algérie, elle a quand même su jouer dans le dossier malien, non seulement vis-à-vis de la France, mais également vis-à-vis du Maroc. Si vous lisez de façon désintéressée la diplomatie dans le Sahel, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, il y a une brouille diplomatique entre Bamako et Paris. Alger est quand même davantage présent dans les dossiers maliens et vice-versa. Chaque fois qu'il y a des chocs entre Alger et Rabat, le Mali aussi s'efforcerait à élargir son partenariat sur le Maroc. Donc je pense que l'on comprenne tout simplement qu'il est normal que les États défendent leurs intérêts, quitte à même
porter atteinte à certains fondamentaux de la diplomatie, mais l'erreur du Mali consisterait à penser que oui, l'Algérie, elle est juste aux côtés du Mali parce que elle est frontalière du Mali. L'erreur consisterait à penser que l'Algérie est dans le dossier malien parce qu'elle aime beaucoup le sang malien. Je pense que c'est là que cette naïveté à laquelle un nombre important de dirigeants maliens s'était clairement inscrit quand on regarde un peu les différents accords signés jusqu'ici. Mais la particularité de ces militaires au pouvoir, au-delà de la réaction, je pense qu'ils tiennent quand même à ce que les autres États s'inscrivent dans un rapport d'égal à égal. À comment faire passer un tel message qui est aussi quand même normal pour un État sérieux, pour un État souverain. Mais attention, la souveraineté ne doit pas occulter le réalisme. Et semble-t-il, au rythme de certaines décisions qu'on pourrait qualifier hâtives de la part à la fois du ministère des Affaires étrangères de la République du Mali et même de l'élite militaire au pouvoir, il semblerait que tous les éléments ne sont pas forcément réunis afin de se prononcer sur un certain nombre de sujets. Entre le Mali et l'Algérie, aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, on sait pertinemment que l'Algérie ne joue pas un franc jeu, mais au regard des difficultés évidentes en termes de contrôle effectif de toutes ces frontières dont le Mali et l'Algérie le partagent, il serait beaucoup plus prudent pour l'État du Mali, même s'il a raison sur le plan diplomatique, d'être le plus prudent possible. N'oublions pas quand même, l'Algérie, sur le plan militaire, n'a pas moins de 143 millions de dépenses militaires par an. Voilà donc pour dire que c'est une armée très sophistiquée. Et de l'autre côté, n'oublions pas quand même, si l'Algérie veut aujourd'hui mettre le Mali dans une merde sécuritaire, il suffit qu'elle fasse davantage semblant de laisser les groupes armés terroristes et même des anciens indépendantistes de se mouvoir avec aisance à partir de ces frontières. Donc pour vous dire que certes, la souveraineté de l'État du Mali, elle n'est pas négociable, mais laquelle souveraineté doit non seulement rester dans une sorte du réalisme, mais dans le même temps, l'optimisme militaire également, il doit être davantage un optimisme prudent. Mais l'agir en cours est un agir un peu quand même imprudent. Est-ce que c'est forcément un optimisme militaire? Est-ce que les autorités ne se méfieraient-elles pas de l'Algérie? Est-ce qu'il y a une grande confiance encore entre ces différentes autorités? Non, je pense que la méfiance, elle est un fait. C'est vrai que les autorités ne sont pas dans les commentaires. Tout ce qu'elles peuvent avancer aujourd'hui contre l'Algérie sont des faits. Mais sauf que on peut avoir raison dans la diplomatie, malheureusement, quand on est dans des situations fragiles, tant sur le plan sécuritaire, tant sur le plan économique. Il est extrêmement important, pour rappel à nos auditeurs et téléspectateurs, les quelques moments de blocus qui avaient été imposés sur Boni, Tombouctou et une partie d'Ansongo, Menaka, par des groupes terroristes, l'État du Mali a quand même consenti beaucoup d'efforts à partir de la raison motive pour que les commerçants, les opérateurs économiques puissent permettre à ces communautés, à ces populations de ces localités décrites d'accéder à certaines facilités en termes de denrées et de première nécessité. Mais sauf que et quand on est sérieux de l'analyse, le Mali n'a ni les moyens dans un avenir proche, n'a ni les capacités économiques, même militaires, de se passer de ce soutien à partir duquel les populations dites nord bénéficieraient de la part de l'Algérie sur le plan commercial. Non pas parce qu'effectivement on doit fermer les yeux sur toutes ces fraudes, parce que ce sont quand même des marchandises qui ne sont pas soumises à des exigences douanières, mais sauf que au rythme de l'intensité des conflits, au rythme des défis qui se posent à l'État du Mali, les réalismes voudraient qu'on fasse semblant de ne pas trop être attentif entre les différentes rencontres qui ont lié entre Alger, SEMA, entre Alger et Imam Dicko. Non pas parce que l'État est défaillant, mais c'est au nom du réalisme qu'on doit agir ainsi, même si un tel message parfois n'a pas assez d'écho
auprès des Maliens d'aujourd'hui. D'accord. Bakabini, on l'a dit, hein, l'Algérie c'est une puissance militaire, mais aussi une puissance économique, même si elle n'investit pas beaucoup dans notre pays, mais en tout cas, les régions du Nord, en tout cas, dépendent beaucoup de l'Algérie à travers le commerce. Est-ce qu'une crise, on ne le souhaite pas, entre le Mali et l'Algérie, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence? Bon, écoutez, j'aime souvent donner cette métaphore qui consiste à dire que si on n'est pas en train de faire peur aux gens, on est en train d'analyser les faits. Exactement. Oui. Je dis bien que j'aime lancer cette métaphore qui consiste à dire que si on menace son voisin que le ciel va tomber, si le ciel pouvait tomber, et s'il venait à tomber, il ne va pas tomber seulement sur la tête du voisin. Donc ça va tomber aussi. Autrement dit, nous ne le souhaitons pas, mais si jamais aujourd'hui cette crise diplomatique se déclinait, parce que c'est pas seulement que, il faut pas seulement craindre l'aspect économique, mais il faut aussi craindre l'aspect social. Je le disais, je crois, ce matin à un de vos collègues dans une interview. Donc, ce qui est à craindre, c'est la déclinaison de cette crise diplomatique en crise sociale. On sait qu'effectivement, il y a beaucoup de Maliens qui vivent en Algérie, donc ceux-ci pourraient évidemment être victimes d'exactions et autres, de violences donc, de la part des populations. Cela, il faut le craindre. Mais je pense qu'Ali l'a dit, qu'il y a aussi un brassage de population entre l'Algérie et le Mali. Donc, au fait, le nord du Mali et l'Algérie constituent un seul et même peuple. Donc, vouloir aujourd'hui prendre des sanctions économiques contre ces populations, c'est comme si vous vous sanctionnez vous-même. Donc, ça risque de se retourner contre l'Algérie elle-même. Maintenant, il faut relativiser la puissance de l'Algérie, qu'elle soit militaire, économique. Donc sa puissance est à relativiser et les puissances se font et elles se défont. Et donc c'est à des moments bien déterminés de l'histoire, on connaît, que l'Algérie s'est construite. Et je pense que même le Mali a participé à cela. Je suis d'accord avec Ali que beaucoup de Maliens sont victimes de cette naïveté qui consiste à dire nous avons apporté beaucoup à l'Algérie et donc au retour aujourd'hui, l'Algérie nous doit beaucoup et donc pour cette raison, il n'y a aucune raison de douter de l'Algérie. Bon, enfin, c'est une naïveté ou en tout cas une bonne foi. Mais dans les relations entre les États, et les États c'est comme aussi des individus, ils naissent, ils grandissent, et donc les hommes viennent, ils passent, et donc des générations changent à la tête du pouvoir. Donc c'est pas évident que les autorités algériennes d'aujourd'hui soient dans cette logique et qui consistera à dire que nous avons une dette vis-à-vis du Mali, donc il faut rembourser cette dette. Je ne pense pas qu'ils sont dans cette logique, surtout s'il s'agit de questions d'intérêt qui se posent. Quand je parle de questions d'intérêt, il ne s'agit pas seulement des intérêts économiques. Je l'avais dit au départ, qu'il y a aussi l'Algérie, le nord du Mali est un enjeu politique et social pour l'Algérie. Donc, je pense que c'est une partie qui compte beaucoup pour elle, pour sa stabilité. Donc, c'est pour cette raison, elle joue de manière subtile à ne pas se faire voir comme étant belligérante, alors que je ne suis pas tellement d'accord avec Ali lorsqu'il dit que l'Algérie pourrait laisser les mouvements rebelles. Je pense qu'elle l'a déjà fait et puis elle continue à le faire de façon subtile. Si en réalité l'Algérie et le Mali aidaient le Mali à combattre réellement ces groupes armés, ce que nous avons vécu pendant ces 10 dernières années, ça n'allait pas se passer. Donc,
évidemment, c'est-à-dire que sans aucune ambiguïté, la complicité implicite de l'Algérie dans la crise que nous sommes en train de traverser est sans embâche. Maintenant, la crise économique dont vous parlez, est-ce que le Mali ne veut pas souffrir? Oui, évidemment. Et vous savez, les sanctions, évidemment, ne sont à l'avantage de personne. Aujourd'hui, la crise diplomatique déclinée en crise économique entre le Mali et l'Algérie va énormément causer de problèmes, évidemment, à nos populations du Nord. Mais ça ne va pas seulement causer des problèmes à nos populations du Nord. Donc, ça risque également de poser, parce que ce n'est pas des gestes de charité que l'Algérie font à l'égard de nos populations, c'est un échange commercial. Autrement dit, c'est du donner et du recevoir. Oui. Donc, si vous bloquez de votre côté, donc forcément, vous bloquez pour vous-même également. D'accord. L'Algérie aussi, bien que le Mali, pourrait en souffrir d'une éventuelle crise. Alors, docteur Sogodogo, on l'a vu presque dans la même semaine, pendant que cette tension, on assistait à cette tension entre le Mali et l'Algérie, le Maroc qui ouvre ses bras au pays du Sahel. Une réunion même s'est tenue le 23 décembre dernier à Marrakech, à laquelle le Mali, le Burkina et le Niger ont participé. Et le Maroc qui propose aux États du Sahel de leur permettre d'accéder à l'océan Atlantique, une réunion sanctionnée par un communiqué conjoint que je vous propose d'écouter ici avec Mamadou Samassikou. Pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, nous proposons une initiative à l'échelle internationale. Cette déclaration du roi du Maroc dans son discours du 6 novembre 2023 est, selon des observateurs, à l'origine de la réunion ministérielle sur invitation du ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita. Le Royaume du Maroc a affirmé mettre à la disposition des États du Sahel ses infrastructures routières, portières et ferroviaires en vue de renforcer leur participation au commerce international. Avec ses homologues du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad, il s'agissait d'échanger sur les voies et moyens de la mise en œuvre de cette proposition. Dans leur communiqué conjoint, tout en exprimant leur gratitude à Sa Majesté le roi du Maroc, les ministres ont exprimé l'adhésion de leur pays à cette initiative. Ils ont convenu de la création dans chaque pays d'une task force nationale pour préparer et proposer des modalités d'opérationnalisation de cette initiative. Il faut rappeler que cette réunion intervient après une protestation des autorités maliennes contre l'Algérie de s'ingérer dans les affaires intérieures du Mali. Selon Bamako, en recevant les rebelles du Mali sans concertation avec le gouvernement du Mali, l'Algérie a posé des actes inamicaux. Alors, docteur Sogodo, on peut s'interroger, est-ce qu'il s'agit d'une simple coïncidence ou bien le Maroc veut tirer profit de cette situation, cette tension entre, même si ce n'est pas tous les pays de l'Alliance des États du Sahel, mais avec cette montée de l'AES, est-ce que le Maroc veut tirer profit de cela au détriment de l'Algérie? Le Maroc, c'est peut-être l'un des pays africains que je connais le mieux pour y avoir passé la grande partie de mes études, surtout en diplomatie encore plus. Le Maroc a des intérêts envers l'Afrique affichés depuis les années 50. C'est vrai, le Maroc est l'un de ces pays qui sont un peu à la base de la création de l'Union africaine, même si elle s'est retirée dans les années 80 liée à la question du Sahara. Mais elle a réorienté sa diplomatie, qu'on a appelée la période de la diplomatie ciblée, sur des intérêts économiques. Et donc, contrairement à l'Algérie, le Maroc a engagé des relations économiques très intelligentes avec les pays africains qu'elle voit comme un espace de croissance. Vous voyez, dans beaucoup de pays aujourd'hui, vous avez les banques, les assurances, les produits agricoles marocains sont déversés sur le marché. D'aucuns disent même qu'elle a cherché à adhérer, je ne sais pas si cela est fondé, à la CEDEAO. Donc, ça fait longtemps que le Maroc a cette stratégie de se rapprocher en profondeur des pays africains, en tout cas des pays du Sahara, pour travailler avec eux sur un co-développement. Et d'ailleurs, même pour rappeler l'intérêt du Maroc, même pour une éventuelle intervention en tant que médiateur, cela ne commencerait pas d'aujourd'hui. Déjà en 2013, la médiation burkinabé qui nous a permis d'aller aux élections, après le Mali n'en voulait pas d'une certaine façon de cette médiation. Et c'est pour cela que le Burkina n'a pas pu continuer à jouer ce rôle. Parce que tout le monde savait les soupçons qui avaient pesé à l'époque
voilà les liens qui avaient été supposés entre Blaise et certains groupes armés. Déjà là, il y avait dans la classe politique malienne beaucoup d'acteurs qui ne voulaient plus d'une médiation algérienne. Parce que il y avait beaucoup de choses liées à la médiation de 2006, de 2008, suite à l'échec de la médiation libyenne en 2008. Donc, finalement, certains acteurs avaient évoqué déjà en 2014 une médiation marocaine. Il y a eu des rapprochements dans ce sens. C'est vrai, ça ne s'est pas fait. C'est ensuite un panel ou un groupe de médiateurs qui ont été désignés et l'Algérie a été portée à la tête, donc chef de file de médiation. En fait, l'Algérie n'est pas le médiateur principal dans les accords de 2015, en fait. Donc, il était voilà, le chef de file d'un groupe de médiateurs parce que, quelque part, son rôle de médiation était contesté déjà par certains acteurs. Et donc, je pense que cette rivalité qui existe entre le Maroc et l'Algérie depuis de longues années est en train de marquer leurs actions dans toutes leurs relations, qu'elles soient économiques, voilà, politiques, etc., vers les pays africains. Et je pense que cette rivalité n'est pas une mauvaise chose en soi, tant qu'elle est canalisée par les différents acteurs conformément aux règles du droit international et aux bonnes pratiques qui peuvent exister entre les États. Parce que est-ce que le Mali peut tirer profit de cette rivalité? Bien sûr, il appartient au Mali de tirer profit de toute interaction qu'il a avec n'importe quelle autre entité, que ce soit le Maroc, l'Algérie, les États-Unis ou le Brésil, n'importe quel pays. Quand vous rentrez en interaction avec un pays, voilà, c'est aux dirigeants, aux différents acteurs économiques du pays, social, c'est à tout le corps qu'il appartient de tirer le meilleur profit de toutes ces interactions. Et c'est ce que fait tout pays. Donc, ce n'est pas du tout surprenant et ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est des dynamiques qui sont en cours depuis fort longtemps que le Maroc se rapproche des pays africains et que l'Algérie fait autant. Bon, peut-être ce qu'il y a de nouveau, c'est peut-être, on peut s'interroger la proximité des délais, mais je pense aussi que cette rencontre au Maroc, pour qui connaît un peu les agendas internationaux, ce n'est pas quelque chose qui est improvisé à la veille. Donc j'en suis sûr que c'est quelque chose qui a été planifié il y a fort longtemps. Et je pense que par le passé, le Maroc l'a dit suffisamment et le Maroc veut jouer un rôle dans la crise malienne. Okay. Je me rappelle déjà qu'on avait envoyé un moment des imams en formation, qui est aussi une des réponses à la crise que nous connaissons. Parce que la réponse, en plus du militaire, va être aussi typiquement politique et idéologique. D'accord. On l'a dit dans le reportage, la déclaration a été faite par le roi du Maroc en novembre dernier et on sait que déjà l'AES avait été lancée. Est-ce que, Dr Ali Toungara, on peut dire qu'il s'agit d'une simple coïncidence ou bien le Maroc est en train de se positionner au regard de cette montée de l'AES, l'Alliance des États du Sahel? Je pense que pour le timing, c'est difficile de provoquer une telle rencontre d'envergure en un laps de temps. Peut-on parler de coïncidence, mais une coïncidence certainement opportuniste. Maintenant, sérieusement, quand on regarde un peu cette hurrier du Maroc vers les pays ouest-africains, comme ça a été rappelé par le Dr Sogova, elle n'est pas nouvelle, mais incontestablement, à marge de cette rencontre, on a vu le ministre malien des Affaires étrangères et son homologue du Maroc. Cet affichage n'est quand même pas anodin en termes de lecture. Est-ce que ça ne pourrait pas attiser cette tension? Déjà, tout dépendra de l'usage que le Mali fera de ce rapprochement, qui n'est pas nouveau déjà avec le Maroc. Mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement important à comprendre dans l'attitude marocaine, sans aucune forme de jugement de valeur. On cherche à se soustraire, ou le Mali chercherait à se soustraire d'une certaine forme de dictat qui viendrait des pays occidentaux, en l'occurrence la France et d'autres États. Mais au même moment, le Maroc se présente quand même comme une sorte
des tutelles en fait. Je me souviens, lors des différentes rencontres internationales qui ont lieu au Maroc, qu'elles soient initiées par les États-Unis ou par un certain nombre de pays européens, le Maroc s'efforce à tout bout de champ d'être une sorte d'interface entre l'Occident et l'Afrique noire. Rappelons quand même, ni le Maroc ni l'Algérie ne considéraient déjà comme des pays africains. De ce fait, ce mépris qu'on pourrait avoir vis-à-vis de l'homme noir, de surcroît, de ces États en proie aux attaques terroristes, je pense qu'on est beaucoup plus dans des positionnements géopolitique et géostratégique, pour ne pas être économiste, mais la manière dont les opérateurs économiques marocains envahissent le Sahel, on est quand même dans les dumpings. Si vous regardez un peu tous ces fruits et légumes qui nous proviennent du Maroc, qui se mettent en concurrence avec des agriculteurs ruraux qui ne bénéficient d'aucun soutien d'État, ça pourrait asphyxier l'économie locale. Je pense que l'intervention marocaine dans le Sahel amènerait le pays sahélien non seulement à évoluer sous sa tutelle du point de vue idéologique, la formation des imams en témoin à plus d'un titre. On a quand même de la matière aujourd'hui pour former les imams au Mali sans avoir besoin d'aucune expertise extérieure. C'est un domaine que je maîtrise un peu. Mais dans le même temps, dans le dossier Mali-Algérie, le Maroc, à tout bout de champ, chercherait également à se venger davantage de l'Algérie. Mais en dernière instance, il est de la responsabilité de la diplomatie malienne, comme ça a toujours été rappelé, non seulement d'élargir le partenariat, mais dans le même temps, en élargissant les partenariats, une question est fondamentale et entière. Quels sont les partenaires qui ont les mêmes défis que le Mali sur le plan sécuritaire, par exemple? Le Mali n'étant pas frontalier du Maroc, les touristes maliens, même si ceux des Sahraouis sont quand même de l'État islamique, sont aussi quand même en grande partie des Marocains, des Sahraouis. En quoi le Maroc peut-il faire mieux que l'Algérie dans les dossiers maliens? Moi, mon entendement, franchement, tous ces acteurs sont intéressés. Malheureusement, ils prendront le Mali comme une sorte d'appui pour se positionner à la fois face à la France, mais également face aux autres pays du Sahel. D'accord, on termine par vous, Bakabini Keïta. Comment vous analysez ce positionnement, sinon cette ouverture du Maroc aux États du Sahel en ce moment précis? Bon, en quelques mots. Oui, en quelques mots. Je pense que je ne dirais pas que la rencontre a été savamment planifiée donc pour coïncider avec cette brouille. Je ne le pense pas. Mais évidemment, ce n'est pas sans rapport évidemment avec ce que le Mali vit avec l'Algérie. Mais je pense que ça va être quelque chose d'intéressant que les pays de l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel, essaie aussi de voir du côté marocain. Puisque je vois le Maroc dans une sorte de pragmatisme économique et non idéologique. Et je crois que du côté algérien, il n'y a pas d'idéologie, mais je vois plutôt une volonté impérialiste, donc une volonté de domination des États voisins. Et je crois que l'une des raisons de la frustration de l'Algérie, parce que ça peut être ça, le fait de recevoir ces groupes armés sans informer l'État malien, puisque c'est l'AIS est une puissance qui est en train de se constituer, en tout cas à la porte de l'Algérie. Donc c'est quelque chose aussi qui peut l'inquiéter. D'accord. Je suis désolé, mais il est 19h, nous sommes obligés de mettre un terme à ce débat qui parlait aujourd'hui de la brouille entre Bamako et Alger. Va-t-on vers une crise diplomatique? Pour en parler, nous recevions ici Dr Abdoul Sogodogo, il est enseignant-chercheur à la faculté des sciences administratives et politiques. Dr Ali Tounkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Et Bakabini Keïta,
enseignant-chercheur à l'école normale supérieure. Cette émission a été réalisée par Emirana Kiloumaïga. Aux opérations techniques, il y avait Ibrahima Sanogo et Mamadou Ouattara Sikou Gadjigo vous l'a présenté. On se retrouve demain pour une autre émission.